le colonialisme repose aussi sur une justification et sur ce racisme évolutionniste, à savoir il y a les non-civilisés pour lesquels les civilisés ont une mission civilisatrice qui consiste à leur apporter les lumières au nom d'un universel, avec bien sûr toute cette idée d'une domination culturelle, puisque c'est une langue qu'il faut apprendre, puisqu'il n'y a qu'une seule langue qui vaut qui est la bonne langue, avec une culture qu'il faut apprendre. Et on voit bien aujourd'hui que tout ça est quand même sacrément remis en question. Agnès en parlait ce matin, je pense que la restitution des biens culturels au Bénin commence déjà à montrer qu'il n'y a peut-être pas une culture au-dessus des autres, qu'elles se valent toutes et qu'il faut engager ce dialogue. Et il n'en reste pas moins quand même que les préjugés racistes perdurent. Je pense qu'aujourd'hui, ce civilisé contre non civilisé, on le retrouve à la fois au Rassemblement national, mais on le retrouve aussi un peu plus largement sur le spectre politique. De la même manière, cette idée que l'universalisme républicain français serait intouchable et menacé, on le voit très récemment avec la tribune ouvrez les guillemets, des intellectuels dans le Point. Tout ça, en fait, justement, nous allons l'aborder lors de cette table ronde. Alors, le sujet est quand même très, très, très vaste. Et donc, on va essayer aussi de le limiter sur certains aspects. Et vous aurez, si vous estimez que nos intervenants n'ont pas abordé certains aspects de la question qui vous intéressent, la capacité, donc, comme je le disais, de poser des questions. Ce matin, François Julien disait l'une des problématiques qui apparaît avec l'universel, l'universalité, on la voit bien, elle est aussi au travers de la langue. Chez les Chinois, existence, non-existence n'existe pas. Je n'ai pas fait de chinois, là je reprends juste ce qu'il a pu dire. De la même manière, on voit bien le risque d'un universel, d'une universalité qui serait uniforme ou communautariste. Le risque d'un universalisme de surplomb. Et la pensée décoloniale, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, a aussi montré ce que Daniel Lochac pointait du doigt ce matin, à savoir que l'universalisme, sur certains de ces aspects, ou dans une certaine acceptation, a ses limites et qu'il faut savoir en prendre compte pour aussi le faire évoluer. Mais donc la question qui se pose, c'est faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain? Faut-il donc revenir sur certains universalismes? C'est donc la question qu'on va poser à Jean-Louis Homsel. Jean-Louis Homsel, donc directeur d'études à l'EHESS, anthropologue africaniste, avec des recherches multiples, tant sur l'ethnicité, le métissage, le multiculturalisme, une bibliographie vaste. Je prends par exemple Branchement, anthropologie de l'universalité des cultures en 2001, et l'ouvrage dont je pense sur lequel il s'appuiera davantage cet après-midi, donc coécrit avec Souleymane Bachirdian, qui est un dialogue, en fait, qui vient de paraître chez Albin Michel. Donc, Monsieur Homsel, on est ravi de vous retrouver, puisque vous étiez là avec nous en 2015. Je vous laisse donc répondre à cette épineuse question. Faut-il sauver l'universalisme? Alors, je tiens à remercier tout d'abord la Ligue des droits de l'homme pour cette seconde édition, en ce qui me concerne. Donc je tiens à remercier la Ligue des droits de l'homme pour cette seconde édition en ce qui me concerne, et Julien Moselin. Donc le titre de mon intervention, dans la foulée, dans la ligne de ce qu'il vient de dire, c'est « Faut-il sauver le soldat universaliste ?» Donc je m'appuierai sur le livre qu'il vient de présenter, le livre que je viens de publier avec Souleymane Bachirdian, « Enquête d'Afrique » avec le S entre parenthèses, « Universalisme et pensée décoloniale ». Alors depuis quelques années, comme vous le savez, l'universalisme fait l'objet d'un débat nourri entre deux factions du paysage intellectuel et politique français. D'un côté, on peut noter l'existence d'une mouvance universaliste, républicaine et laïcarde, dont le signe distinctif est l'hostilité au foulard et qui dénonce le racisme anti-blanc ou le décolonialisme. Et voit dans le décolonialisme une stratégie hégémonique et raciste qui interdirait à certains de s'exprimer. Et je renvoie ici à la tribune que vient d'évoquer Julien Moselin, à savoir celle qui est parue dans Le Point du 28 novembre, signée par 80 intellectuels qu'il a mis entre nous. Mais je renvoie aussi à l'article qui est paru hier dans l'Obs, l'article de Mathieu Aron contre les décoloniaux à l'assaut des universités. Donc on voit que là, il n'y a plus tellement de différence entre les magazines de droite et les magazines dits de gauche. Alors donc, d'un côté, il y a cette mouvance, de l'autre, il y a une mouvance décoloniale qui fustige l'universalisme taxé de blanc
et qui voit dans ce principe une idéologie justifiant l'esclavage, la domination coloniale et la suggestion dans laquelle sont maintenus les racisés. À cette critique de l'universalisme est liée l'utilisation par les décoloniaux d'autres notions comme celle de privilège blanc, c'est-à-dire d'aveuglement des blancs envers la suprématie qu'ils exercent de fait dans notre société. Entre ces deux postures, il est bien difficile de trouver une voie moyenne qui permettrait de sauver l'universalisme, même si je ne nie pas que ce principe ait pu, à diverses époques, justifier la colonisation ou la domination occidentale sur le reste du monde. Et cela en imposant de façon aveugle les droits de l'homme, en combattant hors de tout contexte l'excision, ou bien encore en imposant l'expression publique, le coming out, de l'homosexualité aux gays et aux lesbiennes des pays du Sud. Je renvoie ici à la thématique décoloniale de l'impérialisme gay. Dans l'ouvrage de dialogue que nous avons écrit, Souleymane Bachir Diagne et moi-même, on a tous deux défendu une position universaliste, mais en partant de prémices différentes. Souleymane Bachir Diagne défend une conception de l'universalité reposant sur la multiplicité des langues, alors que pour ma part, je suis adepte d'une pensée traversante qui met l'accent sur les similitudes entre les cultures. Selon Souleymane Bachir Diagne, l'existence d'une multiplicité de langues existant de façon intangible est une donnée de fait. Et la question qui se pose alors est celle de leurs différences radicales et donc de leur possibilité d'être traduites les unes dans les autres. Pour comprendre sa position, il faut partir du mythe de Babel et de la malédiction biblique qui en résulte, à savoir l'impossibilité pour les hommes de communiquer entre eux après le péché originel et la chute. Pour Souleymane Bachir Diagne, s'il existe des différences entre les langues, si ces entités sont discrètes, les entités linguistiques sont discrètes au sens mathématique du terme, et si la traduction entre les différentes langues pose donc problème, en particulier entre des langues éloignées comme les langues européennes et les langues africaines, il n'existe aucun obstacle insurmontable à cette traduction des langues les unes dans les autres. On peut donc définir l'attitude de Souleymane Bachir Diagne comme faisant preuve de ce que j'appellerais un optimisme de la traduction symétrique et inverse du mythe de Babel, qui je le rappelle, énonce l'impossibilité pour les hommes de communiquer entre eux. Pour Souleymane Bachir Diagne, en effet, chaque langue véhicule un univers, une vision du monde qui lui appartient en propre. Dans cette optique, certains termes issus des langues africaines, je prendrai l'exemple de celui d'Ubuntu, dans les langues bantoues, qui signifie humanité, fraternité, et qui est utilisé par les peuples d'Afrique australe. Donc des termes comme celui d'Ubuntu enrichissent le patrimoine culturel de l'humanité et manifestent l'existence d'une philosophie africaine que l'on pourrait définir comme native. En traduisant ce terme d'Ubuntu, par exemple, dans une langue européenne, ou inversement, des concepts de la philosophie occidentale dans des langues africaines, c'est-à-dire, comme il le dit, en pensant de langue à langue, on ajoute du sens à une langue donnée. Cette position d'ouverture à l'autre et de nécessité de l'autre pour se définir soi-même est, à mon sens, généreuse, et en ce sens, elle échappe au relativisme linguistique ou au relativisme culturel absolu, et donc au postulat de l'intraduisible, tel qu'il peut être défendu par Barbara Cassin notamment. Cependant, penser de langue à langue, comme le dit Souleymane Bachir Diagne, suppose que les différentes langues existent. Là, je vais faire une proposition un peu scandaleuse. Suppose donc que les différentes langues existent dans leur intangibilité, dans leur éternité. Or, je postule au contraire que les langues n'existent pas. Les langues n'existent pas, ou plutôt que seuls les langages existent, au sens où seule existe la façon dont les locuteurs s'emparent du corpus langagier mis à leur disposition et dont on ne peut a priori définir les limites. Bref, selon moi, les gens parlent la langue qu'ils parlent. C'est une tautologie, évidemment. Et par conséquent, on ne peut savoir a priori quelle langue ils parlent. Quelques exemples permettront d'illustrer mon propos. Prétendre traduire un roman du français en Wolof du Sénégal, c'est la langue véhiculaire du Sénégal, par exemple, suppose que l'on sache dans quel Wolof on traduit cette œuvre de fiction. S'agit-il d'un Wolof parlé par les paysans, d'un Wolof des villes, d'un Wolof prétendument pur, d'un Wolof matiné de français ou d'arabe, comme le sont nombre de langues d'Afrique de l'Ouest, etc. En effet, plutôt que de parler de pluralisme linguistique ou de différence entre les langues, il serait préférable, à mon sens, de postuler qu'il existe un pluralisme linguistique ou langagier à l'intérieur de chaque langue, ou plutôt de chaque langage. Je vais m'expliquer sur ce point.
S'agissant du français, on peut se demander ce qu'il en est de la francité du français. En quoi le français est-il français? De sa francité supposée, et par conséquent de la francophonie, qui est une sorte de nouvelle zone d'influence dont le président Macron veut s'assurer le contrôle. La langue française n'est-elle pas tout autant une langue anglaise, une langue arabe, une langue africaine, quand on tient compte du nombre de termes et d'expressions venant de chacune de ces langues? Ce qui ne veut pas dire pour autant, comme le prétend Laurent Deutsch, qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre l'arabe à l'école, sous prétexte que le français contient plusieurs centaines de mots provenant de cette langue. Ce phénomène, d'ailleurs, est pour lui, le fait qu'il y ait plusieurs centaines de mots d'arabe dans la langue française, ce phénomène est pour lui le signe de l'avattardissement de la langue française. Donc cette entreprise de déconstruction de la langue, telle que je l'amène, mais qui vaut aussi pour les notions d'ethnie et de culture, puisque les langues sont au fondement de ces entités, est donc nécessaire s'agissant de l'Afrique, mais ce n'est pas la seule différence entre Souleymane Bachir Diagne et moi-même concernant l'universalisme. Au-delà de l'universalisme résultant du mélange actuel de toutes les cultures du monde, et qui est en un sens le produit de l'expansion multiséculaire du capitalisme, et donc de l'apparition dans l'histoire d'une sorte de marché mondial des langues, dans lequel précisément chaque locuteur de la planète vient faire son marché, j'estime par ailleurs que l'universalisme précède, voire est indépendant de cette conjoncture historique. Je fais partie en effet de ceux des anthropologues qui recherchent en premier lieu les ressemblances entre les cultures et qui réservent le statut de reste. On cherche les ressemblances et puis quand on a éliminé les ressemblances, il y a des restes. Et donc les différences, pour moi, les différences culturelles, linguistiques, ethniques, sont des restes. Aussi, plutôt que d'exotiser à tout prix l'Afrique et d'en faire, pour le meilleur et pour le pire, le contre-type exact de l'Occident, j'ai pu à l'inverse repérer par exemple des ressemblances étroites entre les modèles politiques en vigueur à la fois dans l'Europe de l'Ancien Régime et en Afrique précoloniale, en Afrique d'avant la colonisation. Grâce à mes travaux de terrain et au recours à la théorie de la guerre des deux races telle qu'elle a été exhumée par Michel Foucault, j'ai pu en déduire que tant en Afrique précoloniale que dans la France de l'Ancien Régime, les théories du pouvoir reposaient sur une opposition quasiment structurale entre les gens du pouvoir d'une part, venus de l'extérieur, et les autochtones d'autre part, ayant subi la conquête et la domination des premiers. Au-delà des différences culturelles, donc, on peut noter l'existence de schèmes structuraux identiques qui engendrent en quelque sorte les différentes sociétés. Je préfère l'universalisme d'engendrement à l'universalisme de surplomb qui est critiqué actuellement. Et cet exemple de similitude entre cultures éloignées les unes des autres n'est pas isolé. Ainsi, des théologiens latino-américains, férus de marxisme, pointent à juste titre que le fétichisme ou l'animisme, qui est imputé aux sociétés dites primitives, sociétés africaines entre autres, peut tout autant s'appliquer à la société capitaliste. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Marx, dans le Capital, a utilisé la notion de fétichisme de la marchandise pour désigner le masque qui recouvrait ces dernières et qui a pour effet de dissimuler la quantité de travail qui est dissimulée en elle, qui est cachée en elle. Ce nouvel éclairage, jeté sur l'œuvre majeure de Marx, sur le Capital, permet à son tour de réévaluer son universalisme et la critique dont fait l'objet sa pensée depuis plusieurs dizaines d'années, en particulier pour ce qui concerne la notion de détermination en dernière instance par l'économie. On a pu voir en effet dans le marxisme une pensée totalisante, prétendant rendre compte de l'ensemble des sociétés que l'histoire a connues, et donc une pensée hégémonique, occidentalo-centriste. L'universalisme de Marx, à contrario, me semble être un humanisme, au sens où il postule que toutes les sociétés, dans la mesure où elles font partie d'une même humanité, peuvent être comparées entre elles. J'estime donc qu'il faut défendre le soldat universaliste, fût-ce dans une tranchée à l'abri des coups portés par les multiculturalistes, les postcoloniaux et les décoloniaux, qui le taxent de blanc et prétendent substituer l'identité et la race, tutelle sociale, à la classe. La pensée décoloniale, en faisant remonter l'origine du capitalisme à 1492, c'est-à-dire à l'expulsion des Juifs et des musulmans d'Espagne et à la découverte ou à l'invasion de l'Amérique, c'est selon, substitue en fait l'oppression à l'exploitation et le racisme à la révolution industrielle comme facteur explicatif de la survenue du capitalisme. On voit en effet les changements de ce paradigme dans le concept d'intersectionnalité qui induit
une fragmentation du corps social. L'universalisme, et je conclurai sur ce point, conserve toute sa valeur, à mon sens, ne serait-ce que parce qu'il constitue, par exemple, le moyen de s'opposer à l'augmentation des droits d'inscription universitaire pour les étudiants étrangers. Comment s'opposer à cette mesure autrement qu'en invoquant ce principe qui, rappelons-le, fut en vigueur pendant la Révolution française, lorsque les étrangers étaient considérés comme des citoyens à part entière. Le combat contre l'extrême droite passe par la défense de l'universalisme, principe qui est contenu par ailleurs dans la couverture maladie universelle, la CMU, dont bénéficient au premier chef les étrangers en situation précaire. L'universalisme, donc, peut-être, et je conclurai sur ce point, peut être un instrument de domination, comme on l'a dit, mais il peut être aussi un moyen de protéger les plus faibles d'entre nous. Je vous remercie.